2023, pardon, et cumule 15 années d'expérience dans la fonction publique, notamment au Bénin et dans les pays de la sous-région ouest africaine, dans le domaine de l'évaluation des politiques publiques, entre autres. Je vous présente également Dr Michel Ouedraogo, qui est mon quatrième panéliste. Il est président de l'AFREA, tout simplement, l'association africaine de l'évaluation. C'est également le manager du cabinet Performance Initiative Internationale. Dr Michel Ouedraogo est maître assistant des universités du CAMES et il est enseignant-chercheur en évaluation et sur toutes les questions d'évaluation des politiques publiques. En fait, M. Abdoulaye Goun, il est le directeur général de l'évaluation de l'Observatoire du changement social au ministère du Développement et de la coordination de l'action gouvernementale du Bénin. Plusieurs années d'expérience, je pense qu'il n'est plus question de le présenter ici. Et il a travaillé sur diverses thématiques en lien avec le suivi et l'évaluation dans le domaine de l'administration publique, notamment au Bénin. Donc voilà ainsi présenter les différents panélistes qui vont intervenir dans le cadre de ce panel et qui vont nous entretenir en fait tout au long des 1 heure et demie qui vont durer ces discussions sur la question de la méta-évaluation. Nous allons partir en fait d'un concept un peu plus général de l'accompagnement ou si vous voulez de l'écosystème même de l'évaluation dans les différents pays pour aboutir à quelle serait en fait l'utilité de la méta-évaluation comme outil pour mieux appuyer en fait la prise de décision sur la qualité des données d'évaluation. Donc, pour introduire ce sujet, je vais inviter ma collègue Awa à prendre la parole pour nous parler un peu de l'écosystème de l'évaluation de façon générale et introduire la question de la méta-évaluation. Awa? Donc, merci Jérôme pour la parole. Donc, comme tu l'as mentionné, je suis au Centre CLIER, qui est un centre qui accompagne les pays de l'Afrique francophone dans le renforcement de leurs systèmes nationaux d'évaluation. Cet accompagnement se fait à travers plusieurs axes, notamment le renforcement des capacités des cadres et des spécialistes en suivi et évaluation, la génération et la dissémination des connaissances et également le développement de la culture de la prise de décision fondée sur les données probantes. En ce sens, le CRIE fait un travail pour renforcer les capacités institutionnelles et organisationnelles à produire et utiliser les preuves, les données probantes. D'ailleurs, l'évaluation est perçue comme un outil précieux qui peut aider pour guider la prise de la décision, améliorer les programmes ou rendre compte de manière transparente. Toutefois, la simple production des résultats d'évaluation ne garantit pas forcément leur utilisation effective. D'ailleurs, de nombreux enjeux et défis se posent pour s'assurer que les conclusions soient réellement prises en compte et mises en pratique. Un des défis majeurs réside dans la capacité des parties prenantes à comprendre et à accepter les résultats. En effet, trop souvent, les rapports techniques et complexes ne permettent pas aux lecteurs de capter l'information, ne permettent pas à ces rapports de pouvoir avoir l'attention du lecteur faute d'une présentation accessible ou ciblée. Ou ciblée. Euh, D'ailleurs, certains décideurs même ne perçoivent pas la valeur de ces évaluations ou même de ces rapports. Par ailleurs, dans certains cas aussi, l'utilisation des résultats est entravée lorsque les évaluations manquent de crédibilité, peut-être en raison des faiblesses méthodologiques ou des critiques portées sur la qualité des données qui sont utilisées. Aussi, lorsque la culture organisationnelle est rigide, voire hostile, il se peut qu'on se retrouve face à une remise en question des considérations, à une remise en question, pardon, des résultats de l'évaluation, ce qui fait que ces rapports-là ont peu de chances d'être utilisés et même
considérés. Et lorsque nous ne faisons pas face justement à une forme de rigidité organisationnelle, nous pouvons être confrontés à des cas où il y a une absence de système ou de processus qui permettent d'intégrer les leçons tirées de ces évaluations. Dans certains cas, il n'existe pas de système ou bien de procédures qui sont dédiées justement à l'utilisation de ces résultats des évaluations. Et comme nous le voyons sur l'image à notre gauche, les rapports vont se retrouver empilés, déposés. Bon, les rapports sont là, les résultats sont là, mais ne sont pas utilisés. Donc, comme je l'avais mentionné plus tôt avec notre lecteur qui se retrouve submergé d'informations et ne sait pas comment s'y prendre. Dans certains cas aussi, on peut se retrouver face à des situations où les bailleurs ou même les bailleurs ou bien les différentes parties prenantes ne perçoivent pas réellement l'importance de l'utilisation des résultats et souligne déjà la raréfaction des ressources en termes de financement de l'évaluation, ce qui, ce qui aménue les chances de pouvoir mettre en place et de financer justement ce suivi et le plaidoyer pour l'utilisation des résultats. Ainsi, l'utilisation des données probantes favorise d'une certaine manière est favorisée par une culture de l'apprentissage et de l'amélioration en continu. De plus, il est indispensable de tirer des leçons des succès comme des échecs et de capitaliser de ces expériences et aussi d'être capable de s'ajuster de manière agile pour rendre les interventions beaucoup plus pertinentes, beaucoup plus efficientes par rapport aux besoins qu'il y a et au contexte dans lequel nous sommes amenés à prendre des décisions. Dans notre parcours vers la promotion de l'utilisation des données probantes, nous avons la méta-évaluation qui est une méthodologie qui nous appuie dans ce sens-là. En effet, la méta-évaluation permet d'améliorer le processus d'évaluation, dans le sens où elle permet d'avoir un retour d'information sur les évaluations qui ont été réalisées, de pouvoir tirer des leçons pour former les évaluateurs, ajuster les protocoles, s'interroger sur les méthodologies utilisées et sur différents aspects qui sont en lien avec ces évaluations. D'autre part, la méta-évaluation nous permet également d'identifier les besoins en formation et en évaluation, dans le sens où elle peut nous aider à identifier les points forts et les points faibles dans la pratique évaluative, même au sein d'un pays. Et c'est en ce sens que le CLIR a eu à accompagner le Bénin à conduire sa méta-évaluation. Et, et, et je pense que M. Gounou va nous en dire un peu plus sur le processus et également sur l'intérêt qui avait été suscité. Merci beaucoup, cher Awa, pour cette brève introduction sur la thématique de la méta-évaluation. Je pense que nous allons y revenir parce que dans tous les cas, nous avons prévu pour vous en fait un certain nombre de slides qui vont vous renseigner sur toutes les dispositions théoriques que vous devez avoir par rapport à la méta-évaluation. L'essentiel à retenir ici, c'est que la méta-évaluation va être une méthodologie pour aller questionner la qualité des évaluations elles-mêmes réalisées, que ce soit à l'échelle d'une entreprise ou dans le cadre d'un secteur spécifique ou plus généralement à l'échelle d'un pays ou d'une nation. Et ma collègue Awa l'évoquait tout à l'heure, dans cet exercice-là, le CLIE, dans la mise en œuvre de ces activités, a eu à travailler avec le Bénin, qui a un système quand même national d'évaluation suffisamment outillé et suffisamment fourni en évaluation des politiques publiques qui nous permettent d'apprécier, si vous voulez, la portée de ces différentes évaluations de politique publique menées là. Et je ne vois pas de meilleur profil ou de profil plus adapté pour parler de cette thématique-là ou de cette question sur le Bénin que M. Abdoulaye Bounou, que je m'avais introduit ici. Il s'agit du directeur général de l'évaluation et de l'Observatoire du changement social au Bénin. Monsieur Bounou, vous avez la parole.
Très bien, merci beaucoup, monsieur Jérôme. Bonsoir aux panélistes et aux, aux internautes qui sont en ligne par rapport à cet événement. Euh, c'est vrai que nous avons dans notre parcours d'institutionnalisation de l'évaluation conduit un certain nombre d'évaluations au niveau du pays pour apporter une contribution dans la prise de décision basée sur les données probantes. Euh, c'est vrai que aussi, il faut le dire, et c'est peut-être l'occasion, nous ne sommes qu'une partie de la production des données probantes en tant que évaluateur. Il y a d'autres sources pour fournir des données probantes et nourrir la prise de décision de nos gouvernants. Pour ce qui nous concerne, en tant que structure nationale en charge de la promotion de l'évaluation de façon générale dans le pays et de façon singulière des politiques publiques, nous avons conduit depuis 2007 à aujourd'hui euh, près d'une centaine d'évaluations au niveau national, plus celles que les partenaires techniques et financiers, ce que nous appelons communément les partenaires au développement du pays, ont conduit. Donc, au niveau national, nous avons une bonne moisson en ce qui concerne les évaluations dans leur ensemble. Mais à l'épreuve des faits, nous sommes amenés à nous poser la question de savoir toutes ces évaluations que nous avons conduites ou que nous conduisons, de quelle manière ces évaluations sont conduites et de quelle manière ces évaluations participent vraiment au processus de prise de décision au niveau national. Donc, en nous interrogeant sur ces faits, l'idée de questionner et de trouver des réponses à cette préoccupation nous a amené à engager l'exercice de la méta-évaluation. C'est la seule d'ailleurs que le pays a conduite depuis près de 17 ans de pratiques évaluatives et de processus d'institutionnalisation. Alors, pour faire cet exercice, nous avons requis l'accompagnement à la fois technique et financier de Clear francophone Afrique qui nous a aidés sur ce processus. Et donc, en 2000, je crois 2022 ou 2023, je ne me rappelle plus exactement, nous avons pu finaliser cet exercice et nous avons passé à la dissémination du rapport qui en a découlé. Alors, ce que je voudrais partager avec vous ici par rapport à cet exercice, c'est que nous avons choisi dans un premier temps de circonscrire l'exercice. Et donc, nous avons concentré notre effort par rapport à cet exercice sur une période allant de 2007 à 2019 sur une couverture d'environ 46 rapports d'évaluation. Alors, ces rapports d'évaluation, comme celle qui m'a précédé l'a bien indiqué, en fait, c'est d'évaluer des rapports d'évaluation. Et donc, d'où la méta-évaluation. Et donc, ces 46 rapports ont été évalués sur bien des aspects. Le premier aspect, c'est de questionner les différentes méthodologies utilisées par les différents experts que nous avons recrutés pour nous conduire les évaluations en question. Deuxièmement, nous nous sommes questionnés aussi sur les instruments, les différents outils que ces experts ont utilisés en son temps pour faire ces évaluations. Et en dernier ressort, nous nous sommes questionnés sur la qualité, même en termes de valeur, des rapports
de ces différentes évaluations de façon à permettre leur exploitation optimale pour prendre les décisions. Alors, ce que cet exercice a rapporté en termes de résultats ou en termes de trouvailles, c'est que globalement, sur la période et sur le 46 rapports d'évaluation examinés, nous sommes arrivés avec un score sur 100 de 58,3% en termes de qualité de nos rapports d'évaluation. En clair, ça veut dire que nous avons eu globalement sur la période et sur l'ensemble des rapports que les rapports d'évaluation au niveau du Bénin sont des rapports d'une qualité moyenne, globalement. C'est ce que ça veut dire. Alors, cette qualité moyenne peut s'apprécier à différentes échelles. Premier niveau, c'est de dire que la qualité est peut-être due aux différentes méthodologies que les experts ont utilisées. Ça veut dire que les méthodologies étaient de qualité moyenne. Ce score révèle aussi que peut-être les instruments, les différents instruments utilisés par les experts au-delà de la méthodologie, ces instruments étaient d'une adaptation moyenne par rapport à notre contexte et par rapport au sujet examiné. Et donc, ce résultat peut laisser penser également que les différentes recommandations qui sont issues de l'ensemble de ces rapports d'évaluation examinés dans la période sont des recommandations dont la qualité de formulation est également moyenne. Alors, vous comprenez à partir de ce moment que si nous avons des rapports d'évaluation de qualité moyenne, nous avons des recommandations d'évaluation de formulation ou de transparence ou de qualité globalement moyenne, eh bien, la conséquence première, c'est que l'utilisation des rapports d'évaluation pour nourrir les processus décisionnel au niveau du pays va être un pendant de cette situation. Ce qui fait que, effectivement, l'utilisation des rapports d'évaluation, des données issues de ces évaluations, donc de ces rapports, est également d'une utilisation mitigée, moyenne complètement au niveau du pays, après 17 ans de pratique. Alors, ce que cela pose en termes de leçons que nous tirons par rapport à cet exercice et par rapport à la pratique de l'évaluation au niveau national, c'est que, premièrement, nous pensons qu'il faut désormais, dans la pratique de l'évaluation au niveau du pays, faire en sorte que nos évaluations, nos professionnels de l'évaluation, les différents experts que nous commettons à la tâche soient en mesure de respecter ou de se conformer aux normes et aux standards que le pays s'est doté ces dernières années. Et j'illustre par le fait que, au niveau du pays, nous disposons d'un guide national méthodologique de l'évaluation. Nous disposons d'un guide sensible de l'évaluation, méthodologique de l'évaluation, sensible au genre. Et nous sommes en train d'apprêter de nouveaux guides en lien avec les thématiques nouvelles qui arrivent, telles que l'inclusion, telle que l'éthique, telle que le changement climatique, etc., etc. Donc, à l'avenir, nous pensons que nous ferons en sorte, et c'est la première leçon que nous tirons de cet exercice, nous devrons veiller à l'avenir que nos productions respectent ces normes et standards que nous nous sommes donnés. Alors, l'autre chose que nous avons apprise également de cet exercice, c'est le fait que les recommandations qui nous sont formulées généralement à l'issue de ces évaluations sont des recommandations
qui sont assez globales, très globales et même assez inclusives qui ne permettent pas une prise en charge facile par les personnes de droit à qui on a adressé ces recommandations. Nous avons appris également avec euh, les, les résultats de cette méta-évaluation que nous-mêmes, en tant que structure nationale qui, euh, euh, qui a en charge la promotion et l'institutionnalisation de l'évaluation au niveau du pays, nous avons besoin d'être renforcés en termes de capacité à entreprendre et à gérer tous les processus en lien avec la conduite des évaluations. Depuis les termes de référence jusqu'au suivi et exploitation des différents livrables, jusqu'au rapport final, on a besoin d'avoir une certaine maîtrise de l'ensemble des outils que nous sommes donnés de façon à être plus efficace dans l'accompagnement que nous faisons, que nous donnons aux experts que nous recrutons. Et donc, Merci beaucoup, voilà, monsieur voilà. Goum. Oui. OK. Bon, je pense que nous allons revenir sur le processus même en soi. En tout cas, OK. je vous remercie déjà pour nous avoir présenté un peu le contexte et également les résultats, en fait, de justement cet exercice de méta-évaluation dans le cadre ou dans l'écosystème de l'évaluation, si on veut, du Bénin de façon générale. Maintenant, ce que je m'en vais introduire maintenant, c'est plutôt une définition, bon, en fait, une présentation conceptuelle même de la question de la méta-évaluation et là, je vais demander ou je vais laisser la parole à Monsieur Sossou Damas, qui va nous introduire un peu sur la question de l'évaluation, de la méta-évaluation elle-même. Monsieur Sossou, si vous m'entendez, vous pouvez prendre la parole. Merci, Monsieur Aguet. Je remercie également les collègues qui ont fait les interventions avant moi. Je salue aussi les internautes qui ont porté un intérêt particulier à la thématique qui nous réunit cet après-midi. Donc, vous avez vu dans la première communication, ma collègue a présenté un peu la situation dans laquelle un décideur peut se trouver, que je décrirais comme la tyrannie des données. Elle a décrit une situation où le décideur est encerclé par beaucoup de documents et des fois, c'est difficile de pouvoir se frayer un chemin devant toute cette tonne d'informations qui se contredisent par moment. Mais pour le décideur, le long terme est la semaine prochaine et il faudra qu'il puisse naviguer sur l'information disponible pour aller de l'avant. Avant de présenter le concept de méta-évaluation, nous avons eu l'occasion que M. Gounou nous fasse un peu, présenter la vertu de l'outil et qui a permis de voir un peu comment le système national d'évaluation du Bénin a pu être diagnostiqué du point de vue des produits du système, notamment les évaluations qui sont. C'est quoi, en fait, la méta-évaluation dont nous parlons depuis? Et on peut aller à la slide suivante, s'il vous plaît. Alors, j'ai prévu présenter ceci en 4 points majeurs, c'est-à-dire la clarification du concept de la méta-évaluation, la typologie de méta-évaluation, les critères qui existent en termes de méta et comment est-ce qu'on peut voir la méta-évaluation comme un outil d'amélioration d'un système d'évaluation. Venant sur la clarification, on a 3 auteurs, mais deux auteurs qui passent en premier et qui particulièrement portent le même prénom, Michael Scriven et Michael Patton, et qui, le premier définit la méta-évaluation comme l'évaluation des évaluations et de ce fait, indirectement, l'évaluation des évaluateurs. Pourquoi il faut faire une évaluation de l'évaluation? Parce qu'on veut prendre des décisions sur la base d'un rapport d'évaluation et cette décision concerne souvent la vie des populations. Populations dont on veut changer la vie. Je dirais que la politique qui a évalué le rapport de l'évaluation puisse être quelque chose qui rende compte réellement de ce qui s'est passé pour pouvoir encore prendre des décisions là-dessus. Donc, il est important de voir la qualité des rapports d'évaluation parce que
le risque qu'on court en prenant une décision là-dessus, c'est très élevé parce que les décisions que nous prenons touchent les populations. Michael Patton a structuré, on peut repartir derrière s'il vous plaît, a structuré la même idée en disant que l'évaluation en question est basée sur une série de normes. La méta-évaluation qui est l'évaluation de l'évaluation, évaluation qui est basée sur des critères classiques qu'on connaît de l'OCDE, la méta-évaluation est également basée sur des normes et principes. Le dernier auteur dit que ça consiste en des revues systématiques des évaluations pour déterminer la qualité de leur processus et résultats. Donc, la fonction de la méta-évaluation, ça questionne aussi bien le processus que le produit du processus qui est le rapport d'évaluation. Alors, par la suite, on peut dire, lorsque nous sommes dans la perspective d'un statistique ou d'un analyse des données, que lorsque nous avons une population de rapports d'évaluation, la méta-évaluation peut être vue comme un processus, un outil d'appurement de la base de données des évaluations. Il y a plusieurs évaluations qui sont conduites, chacune a ses faiblesses et ses forces, mais est-ce que c'est toute la base de données d'évaluation qui sont vraiment des rapports qu'on peut utiliser pour prendre des décisions? La méta-évaluation nous vient en aide et nous permet de sélectionner les rapports qui sont de meilleure qualité. On pourra décider un barème à travers lequel on pourra considérer un rapport qui a un score élevé au regard d'un score qu'on va définir. Il peut être dit que ce rapport est digne d'être utilisé. Donc, on peut partir d'une population de rapports d'évaluation et en avoir une base de données plus réduite d'évaluation que je vais nommer des évaluations utilisables. Dans la même perspective, dans ce schéma, je voudrais faire le lien entre la méta-évaluation et des notions voisines. On entend parler de métasynthèse et vous allez voir que c'est souvent des synthèses de résultats d'évaluation qui sont dans le même secteur et qu'on combine ensemble pour sortir des éléments qui peuvent permettre de structurer la vie du secteur. Vous entendrez parler également de méta-analyse, qui cette fois-ci, ça synthétise des évaluations quantitatives, notamment des évaluations d'impact, et qui sont sur le même type d'intervention, qui nous permet de voir la variabilité de l'effet du traitement lorsque cette intervention est mise en œuvre, par exemple, au Bénin, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, et qu'un pays présentant des situations similaires veut mettre l'intervention en compte, voir comment l'effet du traitement est variable. Donc, la méta-analyse, qui est une notion voisine de la méta-évaluation aussi, s'intéresse aux évaluations d'impact dont il considère la variabilité de l'effet pour permettre à un décideur de structurer une décision basée sur des évaluations passées. Alors, on peut aller à la partie suivante. La temporalité, les méta-évaluations peuvent être vues en plusieurs perspectives. Temporalité, donc on peut faire une méta-évaluation S-T, c'est-à-dire la méta-évaluation peut être faite par un expert, ce qui a été fait au Bénin, ou une équipe interne mise en place au sein de l'organisation. Elle peut servir à apprendre ou elle peut servir à rendre compte d'un processus. Elle peut être concentrée sur la conception de l'intervention, s'intéresser au processus ou au résultat. Suivant, s'il vous plaît. OK. Alors, plusieurs normes, plusieurs critères existent. Et au niveau du programme de checklist développé par l'université Western Michigan University où Daniel Stufflenblum a développé, plusieurs critères sont utilisés. Utilité, faisabilité, éthique et précision. Au niveau des guides d'évaluation de l'UNEG aussi, il y a des normes qui sont précisées. Au niveau du Bénin, fondamentalement, ces trois critères, l'utilisation, la méthodologie et le jugement de valeur. Alors, en quoi la méta-évaluation peut être utile pour l'amélioration d'un système d'évaluation? On a dit que ça interroge aussi bien le processus que le produit. Donc, de ce point de vue, ça améliore la commande. Ceux qui veulent commander les évaluations, on évalue la façon de commander à travers la méta-évaluation. Parce que ça interroge la nature même de la commande en regardant comment les thèmes de référence ont été élaborés. Ça améliore la conduite en évaluant l'évaluateur
dans sa méthodologie, dans la façon dont il a conduit la qualité du rapport. Ça améliore la gestion parce que ça amène ceux qui gèrent et ceux qui suivent le processus d'avoir des outils d'assurance qualité qui leur permettent de s'assurer qu'ils font du processus évaluatif un processus de méta-évaluation si le rapport sort. Le rapport doit être de bonne qualité pour que les décideurs soient à l'aise pour l'utiliser. Donc, c'est un peu le cadre dans lequel je voudrais circonscrire mon intervention et on pourra par la suite, comme le temps est un peu parti, par la suite revenir pour des clarifications. Merci beaucoup, M. Aguet, pour la parole. Merci beaucoup, Monsieur Sossou, pour cette présentation. On retient globalement que la méta-évaluation peut être perçue comme une évaluation des évaluations, si on veut, et qui permet de partir donc d'une population un peu élevée de rapports d'évaluation pour atteindre une population plus réduite de rapports entre griffes utilisables pour reprendre un peu vos thèmes. Mais ce qui est important aussi à retenir ici, c'est que la méta-évaluation est un exercice qui permet d'apprécier quand même le processus, le processus donc de, de des évaluations là pour les commanditaires, en l'occurrence, donc un pays, si on se trouve à l'échelle d'un pays, comme l'évoquait M. Bounou précédemment avant vous, ou à l'échelle d'une entreprise, comme ça peut être le cas aussi si on se trouve dans le cadre dans un cadre plus réduit d'une entreprise. Maintenant, nous allons passer sur des questions plus organisationnelle de la méta-évaluation, à savoir la question de la commandite, même de la méta-évaluation ou de l'assurance qualité de la méta-évaluation. Et pour parler de cette question, je m'en vais introduire Dr. Michel Ouedraogo, qui est spécialiste, comme je disais, en suivi évaluation. Dr. Michel, vous avez la parole. D'accord, merci beaucoup Jérôme. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous pour pouvoir éventuellement discuter de la méta-évaluation qui a été réalisée dans le cadre du Bénin. Personnellement, j'ai eu la chance en tant qu'expert au niveau du CLIER de suivre le processus de la mise en œuvre de cette méta-évaluation. Donc, depuis le début, l'initiation des discussions avec le gouvernement du Bénin et le bureau chargé de l'évaluation au niveau du Bénin, dont M. Gonou était le responsable, a permis éventuellement de pouvoir mettre sur selle ce processus d'évaluation. Donc, rapidement, pour présenter un peu comment de manière concrète le processus se met en œuvre. Alors, slide suivante. Alors, il faut dire essentiellement qu'il y a plusieurs étapes qu'il faut éventuellement suivre. Donc, dépendamment de la chronologie de la mission, il y a des mesures à prendre avant la mise en œuvre de la mission, pendant la mission et après la mission de la méta-évaluation. Et je termine également par quelques astuces, quelques points également qu'il faut retenir essentiellement comme éléments clés dans le cadre d'une méta-évaluation. Suivant. Alors, donc, avant la mise en œuvre de la mission d'évaluation, il y a trois étapes essentielles qui vont être importantes et déterminantes pour réussir la mission d'évaluation. Dans un premier temps, c'est de définir vraiment l'environnement, l'horizon temporel dans la circonscription de la mission. De quelle période à quelle période voulons-nous évaluer les évaluations qui ont été mises en œuvre? Dans le cas du Bénin, nous avons fixé un temps bien spécifique, donc depuis l'adoption de la politique jusqu'à la politique nationale d'évaluation, jusqu'à ce que, à la période de 2022 où la méta-évaluation a été mise en œuvre, donc pour voir quel est l'ensemble des évaluations qui ont été réalisées. Et aussi, on a essayé de voir quelles sont les catégories de rapports d'évaluation qui nous intéresseraient éventuellement dans le cadre de la méta-évaluation. Nous avons eu un tableau synthétique où nous avons pu répartir les rapports d'évaluation en fonction des domaines, que ce soit de la santé, de l'éducation, des politiques au niveau national et les politiques sectorielles qui ont fait l'objet de l'évaluation. Une fois qu'on a pu circonscrire en fait la mission, l'étape suivante, c'est d'aller avec l'ensemble des parties prenantes. Je rappelle que c'est vraiment de manière participative avec l'ensemble des parties prenantes qu'il faut élaborer les TDR. Et c'est dans ces TDR-là qu'il faut essentiellement circoncire qu'est-ce que nous voulons à travers la méta-évaluation. Parce que, comme l'a présenté mon collègue Damas et M. Gonou, la méta-évaluation peut avoir plusieurs visées.
Quelle est la visée essentiellement que nous visons? Est-ce que c'est pour essentiellement analyser les qualités des rapports d'évaluation et faire des orientations essentiellement liées à la qualité des rapports d'évaluation? Est-ce que c'est en termes d'utilité même des rapports d'évaluation que nous voulons faire de la méta-évaluation? Ainsi de suite. Donc, il peut y avoir plusieurs critères et à ce niveau-là qu'il y a une négociation entre les parties prenantes pour s'accorder éventuellement sur le choix éventuellement de la visée de la visée de la méta-évaluation. Il y a également les aspects de la méthodologie. Comment est-ce que nous évaluons de manière concrète les différents rapports d'évaluation? Quels sont les critères associés? M. Bounou vous a présenté ces différents critères tantôt. Quels sont les critères que nous choisissons et quelles sont les questions d'évaluation essentiellement qui sont rattachées à chaque critère d'évaluation qui est éventuellement identifié, qui fait l'objet d'un commun accord entre les différentes parties prenantes. C'est important aussi dans les thèmes de finance de préciser clairement, oui, les compétences qui sont attendues du consultant ou de l'équipe de consultants pour la conduite de la mission d'évaluation, mais également de spécifier les livrables et les calendriers essentiellement destinés à la conduite de la méta-évaluation. Et dernière étape, toujours dans la phase de la préparation, c'est de publier les TDR, d'analyser les offres de TDR en fonction des critères de sélection qui ont bien été calibrés en amont et sélectionner le consultant et éventuellement procéder à la phase de contractualisation. Je rappelle que c'est un processus qui prend du temps, donc ne serait-ce que la phase de préparation, si vous voulez y arriver avec des bons auspices, il faut préparer au minimum un horizon temporel de 2 mois à 3 mois, ne serait-ce que pour la préparation et la mise en scène du processus de la méta-évaluation. Slide suivante. Alors, pour ce qui concerne même la mission elle-même de manière concrète, alors c'est dans un premier temps, une fois que vous identifiez le consultant, c'est d'aller vers une phase de cadrage où éventuellement vous vous assurez avec le consultant que vous êtes sur la même longueur d'onde quant à la compréhension et éventuellement à la définition que vous faites des attentes liées au mandat de la méta-évaluation, des livrables également qui sont attendus et de la validation de la méthodologie à travers la matrice d'évaluation, de la méta-évaluation plutôt, qui fera l'objet d'un commun accord entre le consultant et l'équipe contractuelle. Alors ici, je précise que l'équipe qui était chargée de la conduite de la méta-évaluation, il y avait le Clear FA, mais il y avait également l'équipe gouvernementale, surtout du Bénin, qui était composée de plusieurs entités qui faisaient partie du comité de pilotage de cette évaluation et c'est eux qui ont conduit en fait ce processus de cadrage-là. Il y a également aussi, enfin, un rapport de cadrage qui doit être le document contractuel en fait entre l'équipe contractante et le consultant quant au livrable et au format des différents livrables qui sont attendus essentiellement de la méta-évaluation. Alors, une fois que tout ça c'est scellé, c'est mis sur selle, l'étape qui suit, bien sûr, c'est la collecte des données. Il faut retenir qu'ici, la collecte des données, ce n'est pas une collecte de données terrain, mais la collecte des données consiste essentiellement à la recherche des rapports d'évaluation en fonction des critères d'inclusion et d'exclusion qui ont été définis dans le termes de référence, quels sont les rapports d'évaluation qui peuvent entrer dans le cadre de la méta-évaluation. Dans notre cas, il y avait des critères qui étaient clairement définis. Ce sont des évaluations qui concernent sur une certaine période les politiques et les programmes réalisés au niveau du Bénin. Et ce sont ces évaluations-là qui étaient vraiment ciblées dans le cadre de notre méta-évaluation. Il y a aussi éventuellement une collecte qui peut être prévue aussi, en plus des rapports qui vont faire l'objet de la méta-évaluation. On peut avoir des entretiens individuels sur le cas qui a été fait également dans le cadre de notre méta-évaluation pour essentiellement saisir le point de vue des uns et des autres et leur appréhension quant à la qualité des rapports d'évaluation. Et il y a la rédaction du rapport d'évaluation et toute cette procédure, cette étape-là relève essentiellement du consultant qui est retenu pour la mise en œuvre. Et enfin, il y a le premier draft du rapport que nous recevons de la méta-évaluation qui va faire l'objet de discussions à l'interne au niveau du comité de pilotage des amendements et qui vont faire l'objet de retours au niveau du consultant de manière écrite qui se chargera de prendre en compte éventuellement alors, de ces différents amendements-là et de pouvoir retourner une version que l'on peut qualifier de version finale qui fait l'objet d'un commun accord entre les différentes parties prenantes. Slide suivant. Alors, donc maintenant, après la mission
essentiellement, qu'est-ce qu'il faut faire? Puisque la méta-évaluation, il y a des objectifs qui étaient visés en amont. Donc, voilà, d'évaluer la qualité des rapports d'évaluation. Si nous évaluons les qualités des rapports d'évaluation, c'est parce que nous voulons apprendre du processus qui a été fait en amont et de pouvoir vraiment apprendre de la qualité de nos rapports d'évaluation et voir comment nous améliorons les évaluations qui vont être conduites par la suite et comment est-ce que nous pouvons éventuellement élaborer aussi des recommandations. Donc, il y a préalablement un atelier de validation qui a deux objectifs, s'accorder sur le fait que nous acceptons tous les résultats qui sont issus éventuellement du processus de la méta-évaluation, mais également le deuxième objectif ici, c'est de co-construire ensemble les recommandations. On ne laisse pas aux consultants sur la tâche de construire les recommandations, mais vu que c'est les différentes parties prenantes impliquées dans le processus qui sont les acteurs de mise en œuvre des recommandations, et bien sûr, c'est à eux essentiellement de voir ensemble quelles sont les recommandations qui sont faisables. Si c'est faisable, quel est l'horizon temporel éventuellement que nous nous fixons pour mettre en œuvre ces recommandations et c'est quoi les ressources éventuellement que nous avons à notre niveau pour accomplir la mise en œuvre en fait, de l'agenda de ces recommandations et d'accepter ensemble et de valider ensemble en fait les recommandations qui sont émises. Slide suivant. Alors, quelques astuces et éléments clés qu'il faut essentiellement garder dans le processus de la mise en œuvre d'une méta-évaluation. Il y en a essentiellement trois. Premièrement, il faut se dire qu'une méta-évaluation, c'est différent, c'est totalement et fondamentalement différent d'une évaluation classique que l'on réalise. Parce que là, on est à un niveau de complexité qui est assez élevé. Dans le cas d'une évaluation, vous évaluez soit un projet, un programme ou une politique bien précise. Mais dans le cas de la méta-évaluation, vous êtes dans l'évaluation des évaluations qui ont été réalisées. Donc, le niveau de complexité est encore plus élevé puisqu'il faut partir en fait d'une diversité de rapports pour arriver à faire une synthèse qui fait augurer une certaine harmonie dans la compréhension éventuellement et dans la classification et la notation éventuellement des rapports d'évaluation. Donc, en termes de démarche méthodologique, alors ici, il faut se donner comme objectif une certaine flexibilité quant à la démarche à suivre essentiellement. Tout en gardant une certaine rigueur scientifique, il faut que les différentes parties prenantes s'assurent d'une certaine flexibilité essentiellement pour s'adapter essentiellement au contexte et au processus dans lequel la méta-évaluation est mise en œuvre. Autre chose également qu'il faut mettre en œuvre ici, puisque on vise une utilisation en fait des résultats issus de la méta-évaluation, alors une des choses qu'il faut assurer, c'est de s'assurer que l'ensemble des parties prenantes qui sont impliquées dans le processus vraiment adhèrent au processus, qu'ils participent au processus, qu'ils identifient eux-mêmes les politiques essentiellement, les évaluations qu'ils souhaitaient éventuellement faire l'objet de la méta-évaluation, qu'ils puissent orienter éventuellement à travers les entretiens qui vont être réalisés, quelle est leur vision ou leur attente essentiellement de la qualité des rapports d'évaluation, quelle est la perception de ces rapports-là, et aussi qu'ils puissent participer à la co-construction des recommandations. Et ça va nous faire en sorte que nous puissions avoir vraiment une adhésion parfaite de ces parties prenantes-là dans le processus et assurer l'utilisation. Finalement, la méta-évaluation, c'est essentiellement apprendre de nos évaluations passées et capitaliser nos apprentissages. Donc, c'est ça qu'il faut garder à l'esprit, c'est que nous voulons apprendre de nos exercices passés pour s'assurer que nous nous améliorons les processus d'exercices à venir. Et toute cette compréhension, éventuellement cette vision, doit être maintenue tout au long du processus de la réalisation de la méta-évaluation pour s'assurer qu'à la fin, nous devenions soit un pays ou soit une organisation qui apprend de ces processus et qui s'améliore et dans la mise en œuvre de ces évaluations. Donc, voici, Jérôme, de manière concise et assez synthétique, ce que je peux dire par rapport au processus de la mise en œuvre des méta-évaluations. Merci. Merci beaucoup, Dr. Miché, pour ces précisions ou ces informations sur toutes les étapes du processus de mise en œuvre d'une méta-évaluation. Donc, qui font écho, hein, ces différents processus-là, avec ce que nous avons pu déjà écouter d'utilité donc même de ces évaluations-là pour un pays ou le commanditaire de façon générale, mais aussi par rapport à tout le cadre conceptuel même de la méta-évaluation comme présenté plus haut. La méthodologie, effectivement, donc appliquée au Bénin a été brossée par M. Gounou, mais étant donné que c'est le cas que nous sommes en train d'analyser ici,
il serait peut-être plus pertinent de revenir dessus. Et qui de mieux que le consultant qui a travaillé sur cette méta-évaluation-là pour parler de cette méthodologie. Donc, je vais introduire Dr. Baudelaire qui va donc nous revenir un peu sur la méthodologie appliquée pour conduire la méta-évaluation au Bénin, mais aussi nous parler de quelques subtilités sur l'approche méthodologique de la méta-évaluation de façon générale. Dr. Baudelaire, vous avez la parole. Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Est-ce que vous pouvez me laisser la main pour partager mon écran? Ok, ça peut aller, c'est bon. Monsieur le modérateur, est-ce que tout le monde voit mon Oui, écran? oui, c'est bon, Ok, on voit votre écran. Vous pouvez juste mettre en mode présentation. ok, merci. C'est Euh, parfait. ok, merci beaucoup, monsieur le modérateur. Je voulais également remercier euh, mes prédécesseurs, mettre l'accent sur la méthode cadre de l'intervention de conduite et de revenir sur les principaux défis méthodologiques. Alors, il est toujours mieux de comprendre l'objectif que visait l'étude avant de pouvoir mieux comprendre la méthodologie adoptée. Donc, ça va permettre donc d'aborder rapidement les objectifs visés à travers les grandes questions, la méthodologie abordée, et puis les enseignements tirés, hein, de cette méta-évaluation pour la conduite des méta-évaluations dans d'autres contextes. Alors, en termes de grandes préoccupations, puisque la mission de la méta-évaluation conduite au Bénin visait à répondre à trois grandes questions, hein, comme une question de méta-évaluation, c'était pouvoir, pour les politiques publiques conduites au Bénin de 2007 à 2019, quelle était la qualité de ces évaluations et essayer de voir l'impact ou l'influence du guide méthodologie nationale d'évaluation qui a été entre-temps adopté, puisque la méta-évaluation étant sur la période 2007-2019, et qu'entre-temps, est adopté au niveau national, en quoi l'introduction de ce guide a impacté la qualité des évaluations au Bénin et de tirer des enseignements. Alors, pour répondre à ces grandes préoccupations, à ces grandes questions adressées dans les thèmes de référence par la méta-évaluation, nous avons adopté une méthodologie et permettez-moi de revenir essentiellement sur la manière dont la collecte de données a été effectuée et sur le traitement et l'analyse des données. Alors, en termes de collecte de données, les données ont été collectées où et analysées comment? Il y avait, étant donné que ici, hein, les unités statistiques d'analyse, c'est bien sûr les rapports d'évaluation qui ont été conduits sur la période 2007-2019. Et il y avait une base de données des évaluations de politiques publiques au Bénin, une base de données qui comportait 52 rapports. Et nous avons, dans un premier temps, essayé de voir quels sont les rapports éligibles d'abord pour la méta-évaluation, puisqu'ils portaient le nom d'évaluation, mais au fond, ne sont pas les évaluations. Donc, il y a ce premier travail qui a été fait avec des critères d'inclusion qui ont été choisis. Quels étaient l'objet d'évaluation? Il faut que ce soit des politiques, il faut que ce soit des mesures gouvernementales, des projets, programmes, des stratégies et autres. Mais l'essence même d'une évaluation, c'est quoi? On ne peut pas faire une évaluation sans porter des jugements de valeur. Donc, est-ce que c'était des études, c'était des rapports d'évaluation qui permettaient donc de faire des jugements? Nous avons défini un certain nombre de critères d'inclusion pour éliminer certains rapports, de manière à disposer des rapports avec des caractéristiques observables, les mêmes caractéristiques observables. Donc, ensemble, donc, après ce dépouillement, nous avons obtenu donc des types d'interventions qui ont concernés par ces évaluations. C'est beaucoup plus les réformes, les mesures gouvernementales, les politiques, les projets, programmes et autres. Mais les types d'interventions ou les types d'évaluations qui ont été examinés, il y avait des évaluations à mi-parcours, évaluation finale, évaluation d'impact, évaluation ex ante,
Et contre-attente, plusieurs acteurs ont commandité ces évaluations, les ministères, les collectivités territoriales, les partenaires techniques et financiers. Et ces évaluations concernaient plusieurs secteurs. Alors, quels sont les défis liés à la collecte, n'est-ce pas, de données de ces rapports-là? Alors, premier défi, c'est la constitution de rapports d'évaluation ayant les mêmes caractéristiques observables. Ça, c'est important de le souligner. Alors, le deuxième défi, c'est la constitution de rapports d'évaluation sur une longue période concernant divers types d'interventions, divers types d'évaluations et divers secteurs. Pourquoi? Parce que euh, la méta-évaluation conduite au Bénin est une méta-évaluation qui interroge toute la capacité nationale d'évaluation, puisqu'il était question, n'est-ce pas, d'apprécier la qualité des évaluations de politiques publiques au Bénin. Donc, du coup, il est important que pour ces gens de méta-évaluation, il faut disposer donc des évaluations sur longue période et concernant divers types d'interventions et il faut que ça soit des divers types, n'est-ce pas, de méta-évaluation. Également, dans une méta-évaluation dit, ce qu'il faut collecter, c'est les rapports d'évaluation. Mais il faut également des entretiens avec les parties prenantes, avec les autorités contratantes pour collecter des données d'interprétation. Puisque dans la méthodologie en elle-même, nous avons affecté des scores, n'est-ce pas, pour apprécier donc la qualité d'évaluation. Il faut que ces scores soient interprétés. Mais pour mieux comprendre, il faut aller faire des collectes complémentaires auprès donc, n'est-ce pas, des autorités contratantes. Alors, en termes de traitement et d'analyse des données de méta-évaluation, dans le cadre de cette méta-évaluation, il faut dire que toute la démarche de traitement et d'analyse des données s'est faite au moyen d'une grille d'appréciation, d'une grille d'évaluation des rapports individuels pour l'ensemble des 46 rapports. Et toute l'approche méthodologique adoptée dans le cadre de cette méta-évaluation est appuyée, donc, n'est-ce pas, sur cette grille d'évaluation-là. Alors, la grille a utilisé, n'est-ce pas, des critères d'évaluation, des sous-critères, des indicateurs au nombre d'appréciation et une méthode de scoring qui permet d'affecter les scores aux sous-critères. Alors, de façon ramassée, je projette cette grille-là pour rapidement montrer quels ont été les critères. Nous avons essentiellement utilisé 3 critères. Et par critère, il y avait des sous-critères. Alors, il y avait 3 critères. Le critère utilisation des rapports d'évaluation. Il était question de voir dans quelle mesure les rapports d'évaluation étaient présentés avec clarté, dans quelle mesure les parties prenantes avaient participé aux différents processus donc de l'évaluation. Il était également question de voir à travers ce critère, n'est-ce pas, l'applicabilité des recommandations de l'évaluation. Donc, c'est comme ça, il y a également le critère méthodologie, je ne vais pas revenir sur les sous-critères, et le critère jugement de valeur. Alors, par exemple, au niveau du critère jugement de valeur, les sous-critères qui ont été utilisés, c'était est-ce que les jugements effectués dans le rapport d'évaluation, les jugements effectués par les évaluateurs, est-ce que ces jugements se sont appuyés sur des critères d'évaluation admis et contenus dans les thèmes de référence? Il y avait également la qualité mesurée qui permettait donc de voir un peu est-ce que les jugements sont basés donc sur des évidences. Alors, en dehors de ces critères, nous avons eu recours à des indicateurs normes d'appréciation. Les indicateurs normes d'appréciation, c'est en quelque sorte les normes auxquelles il faut se référer pour pouvoir apprécier la situation d'un rapport par rapport à un sous-critère. Par exemple, on voit la clarté dans la présentation du rapport d'évaluation à ce niveau. Ce sous-critère, par exemple, comme norme, il y a qu'au niveau national, nous avons un guide méthodologique national d'évaluation. Et dans ce guide, il a été proposé un canevas pour apprécier, n'est-ce pas, les rapports d'évaluation. Donc, est-ce que, n'est-ce pas, à travers, lorsqu'on prend le rapport, est-ce que ce rapport respecte ce canevas-là? Donc, c'est ce que nous mettons dans indicateur norme d'appréciation. Également, hein, bien sûr, pour la modélisation du processus d'évaluation comme critère de méta-évaluation, sous-critère de méta-évaluation, est-ce que le rapport, la méthodologie
Est-ce que ça a été synthétisé, la stratégie de l'évaluation a été synthétisée par une matrice d'évaluation? Est-ce que la théorie de changement a été reconstituée? Est-ce que la méthodologie adoptée, est-ce que le défi d'évaluation est clairement expliqué, défini dans le rapport d'évaluation? Donc, autant d'éléments, d'indicateurs, de normes d'appréciation qui ont permis, n'est-ce pas, d'affecter des scores. Et pour affecter des scores, nous avons adopté une grille de scoring et d'interprétation des rapports. Alors, la grille, c'est sur une échelle de 4, 1 à 4, avec les mentions peu acceptables, acceptable, bon, excellent. Donc, en fonction de la situation dans laquelle se retrouve un rapport au regard du sous-critère, au regard des indicateurs et des normes, on essaie donc d'affecter un score. Et pour obtenir, n'est-ce pas, le score au niveau du critère, il faut faire la moyenne des sous-critères. Et pour maintenant déterminer la qualité ou bien le score de qualité de chaque rapport maintenant, il y a une formule qui a été appliquée, laquelle formule est contenue dans le guide méthodologique national d'évaluation que nous avons adapté à cette étude avec des mentions bien sûr allant, et cette fois-ci c'est sur une échelle de 100 avec des mentions allant de peu acceptable, acceptable, bon et excellent. Et nous avons adopté également une grille pour faire la compilation de l'ensemble des rapports, étant donné qu'il y avait 46 rapports. Et pour chaque rapport, il faut avoir un score de qualité, par critères et sous-critères. Donc, tout cela a été compilé dans un grand ensemble, dans un grand tableau. Et ceci a permis donc de faire des analyses et interprétations. Alors, en termes de défis, lorsque tout ceci a été fait, nous avons quand même identifié quelques défis pour le traitement et l'analyse des données qui pourront quand même faire l'objet, n'est-ce pas, d'attention pour des méta-évaluations dans d'autres contextes. Il faut nécessairement que dans le cadre de pareille méta-évaluation, disposer d'un outil de traitement systématique des rapports individuels d'évaluation. Ça, c'est important. Et également comme défi, le biais de subjectivité dans l'affectation des scores au niveau des sous-critères. Il faut adopter une approche pour contrôler ce biais-là. Et également faire des entretiens complémentaires pour collecter des scores, des données pour interpréter les scores de qualité. Alors, en termes d'enseignement tiré, c'est déjà à partir de ces défis-là que nous avons proposé donc, des enseignements pour la conduite des méta-évaluations dans d'autres contextes, surtout en ce qui concerne l'approche méthodologique. Donc, comme je le disais, il faut nécessairement disposer d'un outil de traitement systématique des rapports. Il faut que cet outil soit validé par les acteurs, parce que si déjà au niveau national, il y a un guide méthodologique qui contient toutes les spécifications techniques de la conduite d'une méta-évaluation, on n'a plus besoin de valider tel outil. C'est parce qu'il y avait des directives dans le guide et partant de cette directive, nous avons conçu cet outil, c'est important. Et l'autre élément, c'est de contrôler le biais. Quelle approche on peut adopter pour contrôler le biais de subjectivité dans l'affectation des scores? On peut, par exemple, faire confier l'évaluation, ou bien confier la méta-évaluation à des experts évaluateurs indépendants. L'un évalue sans savoir que l'autre également est en train d'évaluer. Et à la fin, on essaie donc de faire la comparaison pour faire la moyenne. J'ai eu le privilège de conduire la méta-évaluation dans tout le pays et ce biais a été contrôlé en adoptant également cette approche où deux évaluateurs indépendants ont essayé donc de faire le scoring sans savoir que l'autre est en train de faire et après on a fait ça, ça a été vraiment concluant. Donc c'est un enseignement qu'on pourra tirer et pour de futures méta-évaluations. Au niveau, pour une méta-évaluation qui concerne la qualité d'évaluation au niveau d'un système national, il faut nécessairement disposer d'une base de données d'évaluation diversifiée. Donc voilà en gros, monsieur le modérateur, chers panélistes et chers internautes qui nous suivent, l'essentiel de la méthodologie adoptée dans le cadre de la méta-évaluation conduite au Bénin avec ses principaux défis. Merci. Merci beaucoup, docteur Mouliho, pour cette présentation de la méthodologie adoptée pour la conduite de la méta-évaluation au Bénin. On retient essentiellement que cette méthodologie-là s'est basée sur une approche participative en impliquant au maximum les parties prenantes et que ça a permis en fait de tirer un certain nombre d'enseignements
très utile donc pour l'amélioration de la qualité des évaluations des évaluations de politique publique qui sont conduites au Bénin. Chers participants, chers internautes, c'est le moment de vous inviter à participer, même si je sais que déjà dans le chat de discussion, il y a pas mal d'intérêt que suscitent les différentes présentations que nous avons eues. Mais c'est ici je vais juste rappeler ou je vais juste m'attarder sur deux ou trois questions qui n'ont pas encore eu de réponse dans le chat et peut-être introduire quelques-uns de mes panélistes à réagir sur ces différentes questions. Et après, je vais ouvrir en fait la discussion aux participants qui souhaiteraient intervenir en levant juste la main. On pourra leur donner la parole donc pour qu'ils interviennent. Alors, je note une question intéressante ici. Il y a un internaute qui demande en fait quels sont les rôles euh, des experts ou quel rôle jouent en fait les experts qui ont travaillé sur les rapports d'évaluation dans le cadre du processus de la méta-évaluation. C'est-à-dire que nous venons de convenir que la méta-évaluation est en quelque sorte une évaluation des évaluations. Alors, il y a forcément des experts qui ont travaillé donc sur les différentes évaluations en question. Il est question ici de savoir si ces experts-là qui ont travaillé sur les évaluations qui font l'objet de la méta-évaluation sont impliqués dans le processus de réalisation de la méta-évaluation. L'autre question que j'ai notée ici, c'est par rapport aux institutions, en fait. Il y a une internaute qui demande, en fait, comment les institutions et les organisations peuvent se former et se préparer à intégrer la méta-évaluation dans leur processus. Alors, pour adresser ces questions, je m'en vais peut-être laisser la parole à docteur, pardon, à Monsieur Gounou dans un premier temps pour nous dire concrètement comment les institutions peuvent se former à préparer ou à intégrer en fait le processus de méta-évaluation dans leur processus. Et après, si vous voulez bien, docteur Michel va nous dire si, entre-temps, les experts qui ont travaillé sur les différentes évaluations peuvent intervenir dans le processus de réalisation de la méta-évaluation. Monsieur Gounou, en quelques 2, 3 minutes, si vous pouvez nous dire quelle est la position des institutions et organisations par rapport donc, à l'intégration de la méta-évaluation dans leur processus. Très bien, mais merci beaucoup pour ce qui est du cas du Bénin. C'est un cas, bon, je dirais pas particulier, mais notre expérience fait que déjà, chaque institution impliquée dans l'évaluation au niveau du Bénin a la latitude de conduire ces évaluations sous l'assurance qualité de la Direction générale de l'évaluation que nous sommes. Donc, c'est comme ça que ça se passe au niveau du Bénin. Donc, tous les secteurs, tous les sectoriels portés par des institutions peuvent initier les évaluations dans leur domaine, dans leur secteur, mais sous le contrôle qualité de la direction que nous sommes au regard des exigences de notre guide méthodologique national de l'évaluation. Ceci étant, tel que nous sommes aussi organisés au niveau du Bénin, à ce jour, je crois que c'est la Direction générale de l'évaluation seule qui conduit la méta-évaluation, c'est-à-dire qui regarde la production de tous les secteurs et émerge un certain nombre de leçons à partager avec les uns et les autres. Donc, voilà, de façon succincte, comment est-ce que ça se fait. Donc, et comme je répondais dans le chat à quelqu'un qui a demandé la question, je dis, la méta-évaluation suppose qu'il y ait plusieurs évaluations qui ont été conduites dans différents secteurs pour qu'on puisse, avec aussi différents experts, pour qu'on puisse apprendre suffisamment de la méta-évaluation. Donc, du coup, euh, la direction générale que nous sommes, qui a un contrôle panoramique de la situation de l'évaluation au niveau du Bénin, et donc a cette opportunité
de passer en revue les évaluations qui sont conduites dans plusieurs secteurs au niveau du pays. Et donc, voilà pourquoi c'est nous qui nous occupons de cet exercice. C'est le seul que nous avons fait. On en fera d'autres, dépendant de combien d'évaluations sont rentrées dans le pays. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Gounou, pour la précision de ces réponses qui nous renseignent un peu sur la particularité du Bénin où l'initiative de la méta-évaluation est à la discrétion de la Direction générale de l'évaluation et de l'observation du changement social. Docteur Miché, si vous voulez, s'il vous plaît, revenir un peu sur les implications éventuelles des, des experts qui ont travaillé sur les évaluations dans le cadre donc de la méta-évaluation. Oui, alors, merci beaucoup, hein, Jérôme. Alors, pour les experts, si j'ai bien compris la question, c'est de savoir est-ce que les experts qui ont conduit les évaluations qui font l'objet de la méta-évaluation, euh, quel est le rôle qu'ils jouent dans le processus de la méta-évaluation? Alors, comme on l'a si bien clarifié, la méta-évaluation consiste à évaluer les évaluations qui ont été réalisées. Dans le cas de l'évaluation qui était conduite au niveau, de la méta-évaluation qui était conduite au niveau du Bénin, nous n'avons pas, dans le processus méthodologique jugé nécessaire, d'intégrer éventuellement ceux qui ont conduit ces évaluations. Mais il peut y arriver que dans le processus méthodologique, par exemple, on décide, par exemple, d'intégrer, dans les entretiens ou dans la phase de collecte des données, intégrer des entretiens, soit individuels ou des entretiens de groupe, essentiellement avec les experts qui ont conduit ces rapports d'évaluation. Donc, c'est possible éventuellement de les intégrer. Tout dépend vraiment de la méthodologie qui est adoptée et des objectifs poursuivis. Merci. Merci beaucoup, docteur Michel, pour cette clarification. Je ne vois pas encore de main levée, donc, OK. Donc, apparemment, on me signale qu'il y a une main levée. Mais en attendant, je voudrais quand même prendre le temps de... Je peux contribuer à ça? Oui, 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 allez-y, monsieur. Oui, c'est effectivement ce qui s'est passé, tel que docteur Michel l'a dit. Voyez-vous, nous avons fait cet exercice sur une fourchette de temps allant de 2007 à 2019. Alors, tous les experts que nous avons sollicités à gauche, à droite pour conduire ces différentes évaluations, à l'époque de cet exercice-là, n'étaient plus vraiment sur place, n'étaient pas disponibles. Donc, on ne pouvait pas les interviewer ou les faire impliquer dans quoi que ce soit dans le processus. Mais ceci étant, nous avons pu, d'une façon indirecte, apprécier, n'est-ce pas, quelle était leur qualité, leur expertise, la façon dont ils ont pu conduire le processus, parce qu'il y a toute une documentation derrière chaque évaluation. Et donc, qu'on a pu mettre en relief dans le cadre de cet exercice. Je voudrais rappeler, et il y a d'autres experts qui sont autour de la table qui peuvent confirmer avec moi, quand nous avons commencé cet exercice, le Bénin s'est spécialisé dans un premier temps sur l'évaluation des politiques publiques. Voyez-vous? Donc, on a mis l'effort sur l'institutionnalisation de l'évaluation des politiques publiques. Et donc, du coup, les premières évaluations de politique publique que nous avons conduites au niveau du pays ont été conduites avec des experts qui avaient une expertise sur l'évaluation des projets. Et donc, du coup, c'est des évaluations, c'est-à-dire c'est des approches, c'est des méthodologies, des instruments pour évaluer des projets que nous avons utilisés pour faire nos premières évaluations de politique publique. Et donc, du coup, quand la méta-évaluation est venue pour regarder toutes ces évaluations, tous ces rapports, c'est normal qu'on nous dise que par rapport à la méthodologie, par rapport à même l'expertise et par rapport aux instruments déployés pour conduire nos évaluations, que nous soyons un peu en deçà de la qualité requise pour l'appréciation des politiques publiques. Donc aujourd'hui, nous avons progressé, nous avons développé de nouveaux outils, nous avons assis une méthodologie pour l'évaluation des politiques publiques et donc du coup, la qualité de l'expertise s'est améliorée, la qualité même
de l'administration qui conduit aux côtés de l'expert, tout le processus s'est amélioré et aujourd'hui, on peut se satisfaire que tout est en train d'aller dans le bon sens. Merci beaucoup. Merci pour la suite ou le complément sur cette question. En fait, euh, maintenant, j'aimerais revenir sur une question également dans le chat, toujours avant d'ouvrir. Je vois que la discussion suscite quand même beaucoup d'intérêt dans le chat. Je vois une question qui est relative à la différence entre la méta-évaluation et la revue systématique. Est-ce que Monsieur Damas, Eric Sossou, veut bien nous dire quelque chose? Et après, promis, nous allons Monsieur Alors, Damas, oui, ok, oui, on vous voilà. entend. Ah, ok, merci. Bon, la revue systématique, c'est fondamentalement basé sur euh, une question de recherche précise et la base de données qui est utilisée, c'est des productions scientifiques qui sont publiées dans des revues à comité de lecture. Donc, d'abord, le filtre, même, il y a déjà un filtre à l'entrée, donc des sujets de recherche qui portent sur la même question et qui sont publiés dans des journaux de haute facture. Et généralement, c'est utilisé pour synthétiser l'information par rapport au sujet en question et déterminer ce qu'on appelle le gap de connaissances. Donc, généralement, quand les gens veulent produire de nouvelles connaissances dans un domaine, ils voient la revue de systématique qui existe pour voir quel est le champ d'investigation qui reste pour pouvoir porter plus loin la réflexion. La méta-évaluation se distingue un peu de la revue systématique parce que déjà à l'entrée, ce n'est pas de la littérature scientifique qui est utilisée, mais de la littérature grise. Hein. Les rapports d'évaluation qu'on fait dans les ministères, dans les organisations ne sont pas forcément des documents, des papiers et des articles scientifiques qui peuvent être publiés dans des journaux, mais des rapports qui existent et qui sont regardés suivant un certain nombre de critères critères qui peuvent être définis au niveau de la culture de l'organisation, hein, mais généralement la question de la qualité, la question de l'utilisation, la question de la précision méthodologique, la question de jugement de valeur, ces aspects-là sont abordés pour voir si est-ce qu'en toute rigueur, on peut se fier à ces éléments-là. Donc, la revue systématique prépare un peu le terrain pour ce qu'on appelle la méta-analyse. Donc, on voit le gap de connaissances. Maintenant, on utilise de la statistique. Généralement, quand il s'agit des évaluations d'impact qui ont été conduites, on utilise de la statistique sur les effets de traitement qui ont été trouvés dans le domaine pour voir, pour présenter un peu la variabilité de traitement. Donc, quelqu'un, un décideur politique, veut savoir comment est-ce que les politiques de cantine scolaire fonctionnent. S'il y a une revue systématique sur des recherches qui ont mesuré l'effet des politiques de cantine scolaire, le gouvernement prend ça pour voir est-ce que dans un contexte comme le sien, ça peut fonctionner et quelle est la variabilité, quel effet je peux avoir en moyenne. Donc, ça lui donne une idée avant de maintenant de construire un projet de développement qui pourrait mettre en œuvre cela dans son pays. Donc, c'est un peu les clarifications qu'on peut donner par rapport à la différence entre la méta-évaluation et la revue systématique. Merci beaucoup, Monsieur Sossou. Merci. J'espère que l'intervenant ou le participant qui a posé la question a eu la réponse à sa question. Je vais maintenant ouvrir le micro en donnant la parole à Madame Maïmouna Ndiaye pour son intervention. Si vous entendez, vous pouvez ouvrir votre micro, Madame Ndiaye. Euh, oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, on vous entend bien, Madame Ndiaye. Allez-y. Voilà. Voilà, bon, j'avais posé une question relative à l'existence d'un outil standardisé d'évaluation. Bon, j'aurais aimé savoir s'il en existait. Est-ce que cet outil standardisé permettrait de mitiger un peu le problème relatif au biais qui existe entre les différents évaluateurs?
Mais je pense que ma requête a été satisfaite dans le chat, mais si je peux avoir des compléments d'information. Parfait. Merci beaucoup, Madame Ndiaye. Donc, nous allons demander si vous, à Madame Lines Chouate, Monsieur Lines Chouate, donc de se prononcer. Euh, Monsieur Lines, vous pouvez ouvrir votre micro pour intervenir. Bon, peut-être en attendant, on va donner la parole à Monsieur Diallo Al-Husseinu. Monsieur Diallo? Monsieur Diallo? Est-ce que vous nous entendez, Monsieur Diallo? Allô? Oui, oui. Allez-y, Monsieur Oui, Diallo. alors, merci, Monsieur Ag, pour cette belle opportunité pour nous, étudiants du CESAC, d'élargir nos connaissances sur un sujet d'actualité et qui est très important aussi. Donc, merci aussi à tout le monde, à Monsieur Sossou notamment. Je félicite pour l'occasion aussi le Bénin qui a été pionnier dans la méta-évaluation. Et je vais tout simplement conseiller mon pays, le Sénégal, à suivre les pas du Bénin. Vraiment, je trouve que c'est une très belle illustration de la bonne gouvernance de ce pays. Non seulement, moi, ce que j'ai apprécié le plus, c'est qu'ils ont mis en place un guide méthodologique de l'évaluation. Ensuite, ils ont créé une base de données qu'ils ont bien voulu partager en ligne parce que nous, durant notre formation, nous avons eu à utiliser pas mal de rapports d'évaluation à travers ce site. Et voilà. Donc, moi, je voulais poser une question. Quels sont les défis politiques et financiers que le Bénin a rencontrés dans la mise en œuvre de la méta-évaluation? Parce qu'on sait très bien que les évaluations, il y a beaucoup de politiques publiques qui ne sont pas évaluées parce que, ils sont confrontés à des financements. Alors, faire une méta-évaluation, ça demande de surcroît des coûts financiers. Comment ils ont réussi à relever ces défis-là? Et est-ce qu'ils ont aussi rencontré des défis politiques? Bon, parce que je prends l'exemple du Sénégal. Actuellement, là, il y avait un bureau qui était chargé de réaliser des évaluations des politiques publiques. C'est un bureau qui se situait au niveau de la présidence, mais depuis le changement de régime, j'ai parlé à une personne qui travaille là-bas qui disait que là, actuellement, ils font plus d'évaluation de politique publique, que le bureau est en stand-by parce que le nouveau régime a décidé de mettre en place un autre bureau qui sera chargé aussi d'évaluer les politiques publiques. Donc, du coup, c'est un bureau de service public, c'est-à-dire qu'ils sont là que juste pour un régime. À chaque régime, il vient, il change. Donc, est-ce qu'ils ont eu à rencontrer ce défi-là et quels sont D'accord. les autres défis qu'ils ont pu OK. rencontrer? Merci Parfait. beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Diallo, pour votre question. Donc, vous voulez savoir, en fait, les défis que le Bénin a eu à rencontrer, en fait, dans le processus de la méta-évaluation, notamment sur les questions de financement. Je pense que nous allons laisser une minute à Monsieur Gounou pour nous en dire un peu plus sur cela. Et si les panélistes autour de la table veulent intervenir, parce que je sais aussi que le CLIER a travaillé aux côtés du Bénin dans le cadre de ce processus. Donc, Très bien. Merci, vous m'entendez?
Oui, on vous entend très bien. D'accord, très bien. C'était OK. Merci bien pour cette question. Très Reste bien. un défi énorme, hein, sur le continent. Ça n'est pas propre au Bénin, ça n'est pas propre à la méta-évaluation, tout simplement parce que l'évaluation elle-même reste déjà un défi pour les pays. Bon, pour ce qui nous concerne, nous avons su construire des partenariats qui nous aident à avancer dans tous les processus évaluatifs au niveau du Bénin. Et ce fut le cas pour ce qui est de l'évaluation, de la méta-évaluation, où nous avons bénéficié de l'appui à la fois financier et technique de CLIER, Francophone Africa, basé à Dakar. Donc, c'est comme ça que nous avons réglé ça. Les défis politiques, bon, nous sommes déjà engagés dans... Donc, presque toutes les autonomies, le processus d'institutionnalisation de l'évaluation. En termes de leçons, c'est que nous sommes dotés qui a un certain nombre de mécanismes financiers pour soutenir à l'avenir tous nos processus évaluatifs. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Gounou. J'ai encore deux questions auxquelles Oui. je voudrais quand même que les intervenants puissent, les panélistes puissent réagir. Donc, je vais demander à euh, Fanta, parmi les participants, si on peut lui permettre de poser sa question. OK. Ok, alors, Oui, on vous entend. Allez-y, Monsieur Fanta. ok. Bonsoir à tout le monde. D'abord, je remercie vraiment les panélistes par rapport à tout ce qu'ils sont en train de faire par rapport à la mise en place de la réévaluation de la politique. Précisément, monsieur docteur Michel, pour l'évaluation de la politique publique. Je suis Fanta Mari Kébé, auditeur à l'NFP, ex-ENA, l'École nationale d'administration guinéenne. En fait, je voulais poser une question. Je dis comment est-ce que, parce qu'avec, chez nous plus souvent ici, on fait à chaque jour, on est en train de faire la pose de la première pierre dans les projets et les programmes étatiques. Maintenant, et comment on peut mettre vraiment un système de suivi et évaluation de la politique publique efficace en place? C'est-à-dire avec les institutions pour que vraiment on a la capacité, le projet qu'on commence, pour que vraiment on peut aller jusqu'au bout. Parce que aussi, on commence, on fait une première pose de pierre. Après, c'est fini. On divague vraiment nos affaires. Et un autre régime vient, lui aussi, il fait un peu, après lui, il continue. Pour achever un projet ici ou un programme, il faut 3 4 directeurs ou bien 3 4 ministres. Donc, c'est parce qu'il n'y a pas un suivi et évaluation de la politique publique. Donc, maintenant, comment est-ce qu'on peut mettre un système digne du nom de suivi et évaluation de la politique publique? Allô? Oui, c'est Oui, bon. Merci allô? beaucoup, Monsieur Fanta, pour votre question. Je pense que nous allons donner la parole à Madame Hawa Ibrahim Abba, qui travaille sur les systèmes nationaux d'évaluation ici au CRIE, pour nous en dire un peu plus sur ces questions et peut-être si les autres panélistes dans le panel veulent intervenir dessus. J'aimerais demander à tous les participants qui ont la possibilité d'ouvrir le micro de bien vouloir les faire, s'il vous plaît, pour que nous ayons un son fluide. Merci. Allez-y, Madame Abba. Donc, merci, Monsieur Jérôme, merci, Monsieur Fanta, pour cette question. Le développement des systèmes nationaux
il n'existe pas en fait de méthodologie exactement qui va vous définir exactement quelle étape il faut adopter pour développer un système national. Tout dépend du contexte dans lequel vous voulez développer le système. Si on prend le cas du Bénin, l'approche qui a été utilisée n'est pas forcément la même que celle qui a été utilisée, par exemple, pour le Ghana ou pour l'Afrique du Sud, au regard du contexte. Et au CLIER, en général, avant de développer, lorsqu'il s'agit de développer un système national ou d'entreprendre une action, il y a un outil qui a été développé par le Global Evaluation Initiative, l'outil MESA, qui permet de poser un diagnostic. Et ce diagnostic permet d'avoir une situation de l'état actuel du système de suivi-évaluation, mais pas que, et s'étend jusqu'à la chaîne PPBSE et permet également d'avoir des informations sur les rôles des différents acteurs au sein de ce système, les responsabilités qui leur incombent, d'avoir également des informations sur le cadre légal qui existe autour du suivi-évaluation, autour également de la pratique évaluative. Et en fonction des résultats de ce diagnostic, vous pourrez avoir une idée de l'approche qu'il faudra développer. Dans certains contextes, il est essentiel de développer le cadre législatif, tandis que d'autres, ce développement peut passer par des actions de plaidoyer ou bien des actions de renforcement de capacité. Si je prends également le contexte de certains pays où on fait face justement, comme vous l'avez mentionné, à un fort taux de rotation, à un personnel qui est extrêmement mobile, certaines approches pourraient passer par le plaidoyer et d'autres pourraient être la formation continue afin de pouvoir les sensibiliser sur l'importance du suivi et évaluation et également afin d'alimenter le système. Parce que le problème qui se pose, c'est même si on met un système en place, si les acteurs qui sont derrière n'ont pas cette culture de l'évaluation ou n'ont pas les capacités pour pouvoir le faire fonctionner, l'alimenter, ce système n'aura pas vraiment de sens en tant que tel. Donc, en somme, il faudrait voir le système d'évaluation comme dans sa globalité, comme un écosystème composé de plusieurs acteurs qui travaillent ensemble, qui collaborent ensemble comme une chaîne. Et c'est en fonction, et cette chaîne dépend de chaque contexte. Et chaque approche doit être taillée, si je peux utiliser le terme, doit être taillée au contexte dans lequel nous voulons développer ce système. Merci beaucoup, Madame Abba, pour ces précisions. Donc, on retient globalement que le développement d'un système d'évaluation à un niveau national va dépendre de plusieurs facteurs, parmi lesquels le contexte, justement, et donc l'implication des différents acteurs de la chaîne PPBSE et un certain nombre de facteurs comme l'acceptation donc justement de la notion d'évaluation par les différents acteurs au niveau national. Peut-être en attendant que les panélistes, s'ils veulent intervenir dessus, je relève une question de M. Aka Rabelais. Si M. Rabelais est toujours dans la discussion. Est-ce qu'il veut bien prendre la parole pour poser sa question? Sinon, je la lis dans le chat. Euh, la question était plutôt adressée à Dr. Ronilpo et était relative euh, au nombre minimal de rapports d'évaluation qu'il faut pour parler de méta-évaluation. Docteur Rouliho, si vous voulez bien élaborer sur cette question, Monsieur Aka demande en fait si la méta-évaluation, qui est l'évaluation des évaluations, est-ce que pour réaliser justement la méta-évaluation, il faut un nombre minimal d'évaluations avant qu'on ne parle de méta-évaluation? Monsieur Roulipo? Et merci, monsieur le modérateur. Merci également à On l'internaute n'arrive qui a pas à posé vous la question. entendre là. Merci beaucoup, monsieur le modérateur. C'est bon? Vous m'entendez? Non, toujours pas. Je pense que vous avez ouvert un autre micro. Ah. Allô, c'est bon? Vous m'entendez? Non, le son n'est toujours pas venu. Mais moi, je l'entends. Hein. Oui, vous m'entendez? C'est bon, on vous entend, donc vous pouvez y aller sur le coup. OK, merci beaucoup, monsieur le modérateur. Je crois que la question, est-ce qu'il y a un nombre minimum de rapports d'évaluation à soumettre
à une méta-évaluation, je dirais non. Il n'y a pas un norme minimum parce que ça dépend de la finalité et ça dépend du contexte. Parce que, à supposer qu'on est au niveau organisationnel, on est au niveau organisationnel, il est question de voir sur la période concernée l'ensemble des évaluations effectuées par euh, l'institution ou l'organisation en question. Par exemple, au Bénin, pour le cas du Bénin, la période était bien déterminée, 2007-2019. Sur cette période, on s'intéresse à l'ensemble, à toutes les évaluations de façon systématique, à toutes les évaluations conduites dans cette période. Donc, si dans cette période, nous disposons de 20 évaluations, on va travailler avec 20 évaluations. Si dans cette période, nous disposons de 40 évaluations, on va traiter avec 40 évaluations. Si dans cette période, nous disposons de 50, on va travailler avec 50 évaluations. Donc, c'est un peu à peu près ça. Mais en dehors du contexte du Bénin, ailleurs, il y a réalisé la méta-évaluation au niveau organisationnel. C'est au niveau organisationnel. Et il était question de voir la qualité des évaluations conduites par l'organisation. Donc, toutes les évaluations et la base de données, ils ont soumis une base de données de 40 évaluations, mais finalement, c'est 11 rapports qui ont été soumis à la méta-évaluation. Donc, vous voyez, il n'y a pas le nombre minimum. L'essentiel, il faut que les rapports d'évaluation à soumettre à la méta-évaluation aient les mêmes caractéristiques observables et concernent une période déterminée au regard de l'objectif visé et au regard du contexte. Merci. OK. Allô, Monsieur Roulipo? Il a fini. OK, OK, OK. D'accord. Donc, bon, je voyais le micro continuer à discuter. J'ai cru qu'il parlait toujours, en fait. Non, non, il a fini. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Dr. Roulipo, donc, pour C'est ces bon ou bien, allô? précisions sur Vous le ne nombre. m'entendiez Oui, pas ou oui, bien? oui, oui, c'est bon, on vous entend. Ok, d'accord, merci. Oui, je retiens qu'il n'y a pas de nombre fixe pour parler de méta-évaluation. Euh, je vais à présent, si vous permettez bien, c'est vrai que la discussion est très intéressante. Nous venons de dépasser de quelques 7 minutes le temps que nous avons prévu pour cette discussion, mais je voudrais quand même donner la parole aux deux derniers intervenants qui ont levé la main dans le chat. Il s'agit de M. Yameogo et M. Yonlonfou. Après quoi, nous allons mettre un terme à cette discussion et bien entendu continuer les échanges dans le cadre des différentes activités de Clear. Donc, Monsieur Yameogo, vous avez la possibilité d'ouvrir votre micro, mais très rapidement, en une minute, votre intervention. Après, ce sera le tour de M. Yonlonfou. Bonjour à tous et merci pour ces belles présentations. La qualité des évaluations dépend aussi des TDR et aussi de ceux qui conduisent bien sûr ces évaluations. Je voudrais savoir pour le cas du Bénin, est-ce que vous avez eu à examiner le profil des évaluateurs qui ont conduit ces évaluations? Parce que quand vous regardez le timing 2007 à 2019, je suppose que au niveau du Bénin, l'environnement dans lequel, bien sûr, les acteurs baignent en 2019 et en 2010. En 2007 et en 2019, ce n'est pas le même environnement. Et les choses ont évolué. Est-ce que vous avez en fait examiné en fait le profil de ceux qui ont conduit ces évaluations? Est-ce que vous avez regardé les TDR? Ces évaluations-là, est-ce que c'est des évaluations internes ou c'est des évaluations externes que vous avez pu regarder? Donc, voici un peu quelques interrogations quand j'ai écouté les présentations, que je m'interroge pour pouvoir me faire une idée des résultats que vous avez pu présenter. Merci bien. Merci. Merci beaucoup, M. Yameogo. Nous allons laisser la parole à M. Yonlonfou et après M. Yonlonfou, les panélistes pourront intervenir sur les deux dernières questions. M. Yonlonfou, si vous m'entendez, vous pouvez
le temps qu'on vous donne la main pour ouvrir votre micro. Euh, Monsieur Yolofou. Bon, en attendant, je vais peut-être interpeller docteur. Ah, OK. Oui, allez-y, monsieur Yolofou. Vous avez la possibilité à présent d'ouvrir votre micro. C'est bon, c'est ouvert. Vous pouvez parler, on vous entend. Monsieur Yolofou? Bon, à défaut, je vais demander donc à docteur Roniro, qui a travaillé sur le cas spécifique du Bénin, de passer sur la question de monsieur Yamé Ogo. Et après, nous allons peut-être faire un tour de table pour permettre à tous les autres panélistes qui sont également intervenus dans le cadre de la méta-évaluation au Bénin d'une manière ou d'une autre de se prononcer sur ces questions et par la même occasion de faire un dernier tour de table. Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Je crois que la question qui a été posée, c'était de savoir précisément, est-ce que dans le cadre de la méta-évaluation conduite au Bénin, est-ce que les évaluateurs ont été interrogés? Quel était le profil de ces évaluateurs? Est-ce que les TDR de ces évaluations ont été effectivement examinés? Je dirais que dans le cadre de cette méta-évaluation, toutes les composantes de l'évaluation, des évaluations examinées ont été appréciées. Depuis les thèmes de référence, comment est-ce que les thèmes de référence ont été rédigés? Est-ce que ces thèmes de référence répondent aux normes? Donc, du point de vue de la rédaction, du point de vue du contenu, du point de vue de la norme, est-ce que les TDR qui étaient élaborés, à partir desquels on avait commandité ces évaluations-là, est-ce que ces TDR étaient bien élaborés? Et ça permettait d'accorder donc des scores pour la qualité de cette TDR dans le cadre donc, de la méta-évaluation. Mais sa question également était de comprendre est-ce que l'environnement en 2007, en termes d'évaluation au Bénin, l'environnement n'est pas le même qu'à partir de 2010, 2011, jusqu'en 2019. Et dans le cadre de cette évaluation, nous avons mis en exergue une courbe qui donne une évolution de la qualité des évaluations. Les évaluations, la qualité des évaluations et de façon, ce qui est ressorti donc des résultats, c'était que on a calculé les scores, on a essayé donc de voir un peu l'évolution de ces scores au fil des années et on a constaté qu'il y a une augmentation, une évolution progressive, une amélioration progressive donc de la qualité des évaluations de 2009, de 2007 à 2019. Donc, ce qui suppose quoi? Et c'est pourquoi, dans la méthodologie qui a été adoptée, des collectes complémentaires ont été menées auprès des acteurs, dont certains évaluateurs qui ont conduit donc ces évaluations de façon aléatoire. On a essayé donc de voir pour comprendre un peu non seulement cette évolution du score ou du score de qualité des évaluations s'expliquait par l'introduction du guide méthodologie nationale d'évaluation, parce qu'à partir de l'introduction de ce guide, on a constaté une évolution qualitative, donc une amélioration qualitative, n'est-ce pas, de la qualité des scores. Également, l'effort au niveau national en termes d'institutionnalisation, en termes donc, de renforcement des capacités, tout ça, ça a contribué donc à améliorer chaque année la qualité des évaluations. Et également, l'autre facteur qui intéressait notre internaute dans sa question, les experts qui conduisaient ces évaluations-là, les approches ou la vision ou les méthodes que ces experts ont ici 2007-2008, les compétences de ces évaluateurs ont également évolué du point de vue, n'est-ce pas, de la qualité des évaluations. Et cela va au profit, ou bien cela va quand même au profit, n'est-ce pas, des capacités nationales d'évaluation dont la direction générale de l'évaluation a contribué
renforcer un peu. Méta-évaluation, les résultats ont mis en exergue quand même qu'il y a une évolution de la qualité de score des évaluations due au renforcement des capacités nationales, due à l'évolution des compétences. Et ces compétences sont renforcées par les normes éditées par la Direction nationale de Merci. l'évaluation. Merci Voilà, beaucoup, merci beaucoup. docteur Onlero. Merci encore une fois à tous les panélistes qui sont intervenus dans le cadre de ce panel. Je pense que la thématique suscite un grand intérêt, ce qui fait que nous avons du mal à tenir sur tous les... je m'en vais juste demander à présent à tous les panélistes de nous donner, de nous dire en fait deux mots pour clôturer la discussion, mais vraiment tenir dans deux mots parce que nous avons largement excédé le temps que nous avons prévu pour cette discussion. Pendant ce temps, je viens d'envoyer dans le chat un lien pour une petite évaluation de cette session. J'invite tous les participants à y cliquer et à le renseigner. Ça ne prendra pas plus de 2 minutes. Ce serait vraiment très apprécié pour améliorer la qualité de nos prochaines activités. Je vais également partager mon écran pour que ceux qui le peuvent puissent scanner le QR code et répondre donc à ce formulaire. Donc, je vais donner la parole dans un premier temps à M. Bounou en vraiment 1 minute pour nous clôturer la session. Monsieur Bounou, vous avez la parole. Merci beaucoup, Jérôme. Ce fut un plaisir de participer à ce panel. Pour nous, nous avons enclenché ce processus et périodiquement, nous allons le faire parce que nous sommes dans une démarche d'apprentissage pour améliorer le processus que nous avons engagé depuis 2007 au niveau du Bénin. Donc, ce n'est pas une activité de trop, mais c'est une activité de plus que nous ajoutons à notre palmarès pour affiner notre marche vers l'institutionnalisation de l'évaluation et donc de la promotion de l'utilisation des données probantes. Et merci beaucoup pour l'accompagnement de Claire à la réussite de ce premier exercice. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Bounou. Docteur Miché, pour son mot de la fin. Alors, je voulais tout simplement dire merci aux clients pour l'opportunité qui nous a été donnée vraiment de partager sur ce webinaire. Alors, et encourager à l'image du Bénin, les autres pays qui veulent vraiment se lancer dans ce processus, cet exercice-là, de faire des méta-évaluations parce que si nous voulons continuer le processus d'amélioration de la production et des qualités de nos évaluations, c'est éventuellement de continuer à faire des méta-évaluations pour s'auto-évaluer et évaluer nos exercices dans le but de nous améliorer toujours. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci, docteur Miché. Je vais à présent donner la parole à Monsieur Damas Eric Sossou. Pendant ce temps, je vais inviter tous les panélistes à ouvrir leur caméra le temps d'une petite capture d'écran pour immortaliser ce moment. Merci, M. Aguet. Moi, je pense que c'est une très belle discussion. Et ce que moi, je pense qu'il faut retenir, c'est qu'il faut au minimum une évaluation pour faire une méta-évaluation. Et que si nous n'avons pas les moyens de nous arrêter à un moment donné pour regarder toutes les évaluations que nous avons eu à conduire et d'en faire une évaluation, il faut s'inscrire dans une démarche de méta-évaluation in itinéré, c'est-à-dire mettre en place un système d'assurance qualité pour que le processus puisse donner lieu à un rapport de bonne qualité. Un rapport de bonne qualité permettra d'avoir, in fine, lorsqu'une méta-évaluation sera faite, d'avoir un bon score. Donc, approche d'une méta-évaluation itinérée qui est soutenue par les règles d'assurance qualité que ceux qui commandent les évaluations doivent faire une bonne sélection des équipes d'évaluation aussi. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Sossou. Docteur Roulipo, vous voulez dire un mot et on va finir avec la dame. Okay, merci beaucoup. Je voudrais remercier d'abord Clear pour cette initiative et dire que s'il y a une activité dans le système, dans les systèmes nationaux d'évaluation
pour renforcer les capacités nationales d'évaluation, c'est bien la méta-évaluation parce que ça permet d'identifier les besoins de formation, ça permet d'identifier là où il faut améliorer, quels sont les facteurs d'amélioration, quels sont les facteurs de renforcement des compétences. Donc, la méta-évaluation est vraiment une activité importante en termes de renforcement des capacités nationales d'évaluation. Et dans ma vie de consultant, hein, je crois que l'une des missions qui m'a beaucoup plus passionné, c'est la méta-évaluation. Et je voulais exhorter tous les internautes, tous ceux qui ont quand même une responsabilité en termes de renforcement des capacités nationales d'évaluation, d'initier régulièrement des méta-évaluations pour améliorer donc la qualité, hein, n'est-ce pas, des évaluations dans le système. Merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur Moulikou. Madame Awa Ibrahim Maba. Merci. Merci, Jérôme, pour la parole. Donc, je remercie également tous les panélistes pour la participation et la qualité de leur contribution, et ainsi que tous les participants. Mon mot de la fin va être orienté sans doute sur l'importance de la participation des différentes parties prenantes, qui est un élément clé à la réussite de tout processus dans le développement des systèmes nationaux. Et je pense que ça avait été également évoqué concernant la méthodologie, et je pense que c'est vraiment un des éléments indispensables pour que la mayonnaise prenne. Et juste un dernier point, dans le chat, nous allons également partager d'autres liens pour les webinaires du CLIER, dont un qui porte sur la métasynthèse, vu qu'il y a beaucoup de questions qui portaient sur la différence entre la méta-évaluation et la métasynthèse, et un autre qui porte sur l'évaluation en contexte de conflit. Les liens vont être partagés dans le chat également. Donc, un grand Merci beaucoup. merci. Alors, merci beaucoup, Madame Awa, pour cette belle conclusion. Moi, je voudrais remercier tous les panélistes qui ont pris le temps de prendre part à ce panel, ainsi que pour la riche contribution qui a été donnée. La question de la méta-évaluation ne saurait être discutée en 1 heure et demie, voire 2 heures. Nous sommes conscients que ce n'est que une petite partie de la discussion que nous avons abordée ici, et que cette discussion-là va se poursuivre pendant les différentes activités du Centre CLIER pour l'Afrique francophone. Ma collègue mentionnait les 2 webinaires à venir demain et après-demain, mais il y a une série d'actions que le CLIER mène sur les questions justement de métasynthèse, de méta-évaluation, mais sur les questions globalement de renforcement des systèmes nationaux d'évaluation. Donc, nous vous invitons vraiment à rester connectés à ces différentes activités-là. Moi, je voudrais vous dire un grand merci à vous, les participants qui êtes restés, ou qui vous êtes connectés, qui êtes restés jusqu'à ce moment. Nous avons débordé largement le temps que nous avons prévu pour cette discussion, mais je pense que le jeu en valait la chandelle. Je vous remercie énormément et à très bientôt sur les différentes activités du Centre CLIER.